C'est encore une terrible et effroyable disparition mystérieuse et très inquiétante et terrifiante que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Une de plus, sans raison logique, sans mobile avéré, qui défraiera la chronique judiciaire, car son aventure s'est finalement soldée par un terrifiant mystère qui n'a toujours pas été élucidé à ce jour. Alors, au vu des éléments techniques de cette enquête, éléments dont nous disposons aujourd'hui en partie, et des articles parus dans les divers médias, aidés aussi de témoignages recueillis auprès de témoins des faits, essayons donc de comprendre ce qui a pu se passer ce jour-là, où cet Américain a subitement disparu en randonnée hivernale. Aloha, j'espère que vous allez bien. Avant de se retrouver demain pour une vidéo spéciale Halloween, je tenais à vous partager cette disparition des plus étranges, limite terrifiante, celle de Jordan Grider. Il y a eu beaucoup de théories suite à cette disparition. Beaucoup de personnes pensent qu'il a été tué par un Sasquatch. En 2018, Jordan Grider, un jeune Américain de 29 ans, est parti faire une randonnée hivernale dans le nord de l'État du Minnesota. L'endroit où Jordan s'est rendu est connu pour ses conditions difficiles et exigeantes. Il est également réputé pour son isolement quasi monastique et son climat rigoureux. C'est là, au milieu des sentiers enneigés et des forêts denses, que Jordan a décidé de rester tout l'hiver, prévoyant de survivre en chassant et en récoltant de la nourriture. Il aimait ce mode de vie. Jordan était fasciné par la nature et l'autosuffisance depuis son enfance. Il a grandi entouré de personnes qui ont soutenu son intérêt pour la survie et son amour des endroits très isolés. Jordan a souvent dit que sa plus grande passion était de pouvoir vivre en harmonie avec la nature, en comptant sur ses propres forces. Il étudiait toutes les techniques nécessaires pour survivre dans des conditions très difficiles et faisait souvent de la randonnée et du camping sauvage. Jordan aimait les défis et cherchait constamment à se mettre à l'épreuve, en voyageant notamment dans des endroits reculés et en vivant à l'écart de toute civilisation. L'un de ses projets les plus ambitieux a bien été un long voyage dans le nord du Minnesota, à l'automne 2018. Son objectif était de passer l'hiver dans la zone de canoë sauvage, dans les eaux limitrophes, en fournissant sa propre nourriture et son propre abri. Ici, la Boundary Waters Canoe Area est une zone naturelle unique, située dans le nord de l'État du Minnesota, à la frontière de la province canadienne de l'Ontario. Cette région est l'une des zones sauvages les plus vastes et les plus reculées du nord des États-Unis, couvrant une superficie totale de plus de 4000 km². Elle attire les touristes par ses paysages, notamment ses centaines de lacs, ses forêts denses, ses rivières, ses marécages et sa riche flore et faune. Il n'y a pas de route dans de nombreuses zones, de sorte que les parties reculées ne sont accessibles qu'en canoë, à pied ou en hiver à ski ou en raquette. En raison de cet isolement, l'endroit attire les amateurs de plein air, de camping et de survie. Cette région sauvage est préservée. Elle abrite de nombreuses espèces animales, dont des loups, des lynx, des cerfs, des ours, ainsi que, moins dangereux pour l'homme, des oiseaux et des poissons. Les loups qui habitent dans ces forêts sont connus pour leur comportement unique, et la région est même un lieu de recherche sur les populations de loups.
Bien que les attaques de loups sur les humains soient très rares, la région compte toutefois plusieurs cas documentés de rencontres avec des animaux sauvages. La région a une longue histoire puisqu'elle était autrefois habitée par des peuples indigènes, dont les Ojibwe. Ils utilisaient ces cours d'eau pour la pêche, la chasse et le commerce. Aujourd'hui, les touristes peuvent encore trouver les vestiges d'anciens campements indigènes, ce qui fait de ce site une attraction non seulement naturelle, mais aussi culturelle. Jordan a soigneusement préparé cette expédition. Pour lui, ce voyage n'était pas seulement une question de survie, mais une occasion de tester ses limites, de vivre une vie minimaliste et de se sentir libéré du monde moderne. Le garçon est avisé. Il a également apporté des couteaux pour sculpter le bois et pouvoir se raser, ainsi que d'autres équipements, notamment un hamac, un sac de couchage et un pistolet pour sa propre défense. C'est au cours du mois d'octobre 2018 que Jordan a envoyé un dernier message à sa famille. Il y a précisé qu'il avait fait des réserves de nourriture essentielles et qu'il était prêt pour un long séjour dans la nature. Bref, tout le nécessaire pour vivre sous une tente en plein hiver. Il avait confiance en ses capacités, mais les conditions météorologiques difficiles et l'éloignement de la région ont rapidement rendu son expédition plus difficile que prévu. Jordan y était bien préparé et prévoyait de rester plusieurs mois sur place, de sorte que l'absence de nouvelles, le premier mois, n'a pas été trop alarmante pour sa famille. Malheureusement, quelques mois plus tard, les contacts disparaîtront totalement. La famille, les proches n'auront plus de nouvelles de sa part. Il avait certes confiance en ses capacités, mais les conditions météorologiques très difficiles et l'éloignement de la région ont rapidement inquiété sa famille. Et lorsque janvier 2019 est apparu sur le calendrier, sa famille a commencé à s'inquiéter plus sérieusement encore. Ils ont réalisé que ce voyage, effectué dans des conditions hivernales aussi difficiles, aurait pu être dangereux. Ils ont alors contacté les autorités locales pour organiser une première opération de recherche, en déposant un avis de disparition inquiétante auprès de la police. Cette déclaration a incité les autorités locales à lancer une recherche officielle, en étroite collaboration avec les services de secours. Sa famille avait bien sûr fourni toutes les informations nécessaires sur l'itinéraire prévu par Jordan, ainsi que des détails sur son entraînement et les lieux possibles de ses camps successifs. Les hivers dans le nord du Minnesota ont toujours été particulièrement rudes. Chacun le sait ici. Mais la période 2018-2019 s'est avérée encore plus difficile pour les équipes de recherche. Les températures sont souvent descendues jusqu'à moins 30 degrés et l'épaisse couche de neige a rendu le travail beaucoup plus pénible et lent. Il neigeait abondamment et très régulièrement, si bien que les équipes de recherche ne pouvaient pas utiliser les méthodes conventionnelles pour détecter des traces, des camps ou d'autres signes de présence humaine. Les hélicoptères aussi voyaient leur capacité d'emploi très limitée en raison des nuages épais et des vents violents. L'une des étapes les plus importantes de l'opération de recherche a été le déploiement de plusieurs chiens pisteurs. Les chiens étaient censés trouver des traces de Jordan. Mais même pour eux, les conditions étaient ardues et très difficiles. Les tempêtes de neige et les basses températures avaient sans doute détruit toute odeur et toute trace de vie humaine. Les chiens ont cependant permis de trouver plusieurs traces qui pourraient indiquer qu'il a été dans certaines zones. Mais en raison du temps écoulé depuis sa disparition, les équipes de recherche n'ont pas été en mesure de trouver l'emplacement exact de son nouveau campement. Après plusieurs mois de vaines recherches, en avril 2019, les sauveteurs sont finalement tombés sur le camp de Jordan, camp situé au plus profond de la nature sauvage, près du sentier Sous Hustler.
La vision découverte dans ce camp de survie a choqué tous ceux qui l'ont trouvé et s'y sont rendus. Le hamac, la tente et le sac de couchage de Jordan étaient encore maculés de sang, mais aucune trace du garçon. Il était introuvable. Cette découverte souleva alors plus de questions qu'elle n'apporta de vraies réponses. Ses effets personnels ont été retrouvés sur les lieux, intacts, y compris son pistolet Beretta avec ses 2 chargeurs pleins. Mais il n'y avait aucun signe de lutte évidente, ni aucune trace d'une autre personne présente. Cela a paru inhabituel, car si Jordan avait eu du mal à partir, ou de gros ennuis, ou encore avait été attaqué par des animaux sauvages, les signes de lutte auraient dû être plus évidentes. Après la découverte du camp, les recherches sont poursuivies dans les environs, mais sans rien apporter de plus. Les équipes de recherche ont alors décidé d'attendre la fonte des neiges, avant de procéder à une reconnaissance plus détaillée de la zone. Plus tard, lorsque la neige a enfin commencé à fondre, les équipes de recherche ont fait des découvertes terrifiantes. À quelques pas seulement du camp, les sauveteurs, ébahis, terrifiés, ont retrouvé les os de Jordan, des parties de sa colonne vertébrale, l'une de ses jambes et l'un de ses avant-bras. Mais étrangement, son crâne n'a jamais pu être retrouvé. Les enquêteurs sont d'autant plus perplexes qu'en l'absence de crâne, il est plus difficile de déterminer la cause exacte du décès. Après avoir analysé les lieux et les effets rassemblés, les enquêteurs ont commencé à élaborer différentes théories sur ce qui avait bien pu arriver à Jordan Grader.
L'une des premières théories était celle d'une attaque massive de loups. Les loups sont présents dans cette région et des traces et des excréments de loups ont été retrouvés sur le site même du campement. Certains experts ont suggéré qu'une meute de loups aurait pu attaquer Jordan alors qu'il dormait dans son hamac. Mais cette théorie a été rapidement remise en question par des experts du comportement des loups. Ils ont fait remarquer que les attaques de loups sur des humains sont extrêmement rares. En général, les loups évitent les humains et, s'ils les attaquent, ils laissent des traces importantes de lutte. Or, dans le cas du camp de Jordan, il n'y avait pas de telles marques. Une autre théorie envisagée par la police est que Jordan, seul ici, loin de tout, aurait pu se blesser accidentellement. Il était connu pour utiliser fréquemment des couteaux, très tranchants, pour sculpter du bois ou se raser de près. Il est possible qu'il se soit accidentellement coupé, par exemple en se rasant, surpris par un intrus ou un bruit, ce qui aurait pu provoquer une hémorragie massive. Cette théorie semble plausible, étant donné la quantité de sang dans le hamac. Mais certains faits, une fois analysés et étudiés, soulèveront des doutes. Tout d'abord, tous les couteaux de Jordan ont été retrouvés dans leur fourreau, et aucun d'entre eux n'était couvert de sang. Si Jordan s'était coupé accidentellement, il aurait probablement essayé d'arrêter le saignement. Mais il n'y avait aucun signe d'une telle action de soin. Et les couteaux, comme on l'a déjà dit, étaient soigneusement rangés. La théorie de l'attaque humaine, la plus controversée mais néanmoins possible, reste celle d'un crime ou d'une attaque de la part d'un tiers. Malgré l'absence de preuves directes, de faits de violence ou d'actes criminels, cette théorie ne peut toutefois pas être complètement écartée. La zone sauvage de canoë-kayak des Boundary Waters est un endroit certes très isolé, mais il arrive régulièrement que des personnes s'y rendent à des fins diverses, notamment pour chasser ou même pour se livrer à des activités illégales. Un ou plusieurs criminels ont très bien pu attaquer Jordan alors qu'il dormait ou qu'il était seul. Son arme retrouvée intacte dans sa tente pourrait indiquer qu'il n'était pas en mesure de se défendre. Cependant, l'absence de signes évidents de lutte ou de vandalisme sur le site du camp met encore une fois en doute cette théorie. Rien n'a été dérobé. La quatrième théorie avancée, selon laquelle Jordan aurait pu être victime d'hypothermie, a également été envisagée, mais vite écartée. Rappelons juste que l'hypothermie est un état dans lequel le corps perd de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire, ce qui peut entraîner une désorientation, une perte de coordination et même des hallucinations. La région était connue pour être particulièrement froide au cours de l'hiver, mais Jordan était un habitué de ces conditions extrêmes. Il est certes possible que Jordan ait quitté sa tente par grand froid, qu'il se soit perdu ou qu'il soit mort d'hypothermie, et que son corps ait été emporté plus tard par des animaux sauvages. Si cette théorie explique pourquoi le corps de Jordan n'a pas été retrouvé dans la région proche, elle ne permet nullement d'expliquer la grande quantité de sang retrouvée dans le hamac. L'hypothermie ne provoque généralement pas de telles hémorragies. Outre les explications les plus rationnelles, certaines théories ont émergé qui tenteraient à lier un phénomène paranormal. On sait que les populations indigènes locales considéraient les eaux frontalières comme un lieu très sacré et croyaient en la présence d'esprits et d'êtres surnaturels.
D'aucuns ont suggéré que Jordan aurait pu être victime de quelque chose d'inconnu ou de surnaturel, le dépassant, comme la théorie du Yeti, du Bigfoot ou du Dogman. Cette créature, décrite par des témoins, est une grande créature humanoïde couverte de fourrure, qui vit dans les forêts denses et les régions montagneuses d'Amérique du Nord et ailleurs. Bien que les preuves de l'existence du Yeti, Bigfoot et Dogman restent douteuses pour le moment et non confirmées scientifiquement, la légende perdure dans de nombreux récits d'événements mystérieux, notamment dans des endroits sauvages, comme celui où Jordan a été retrouvé décédé. L'affaire Jordan Grider a été clôturée en août 2020, lorsque la police américaine a décidé de clôturer l'enquête. Après de longues recherches infructueuses et l'analyse de toutes les preuves retrouvées, les autorités ont conclu qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel ou d'interférence et que la cause exacte de la mort ne pouvait pas être déterminée raisonnablement. La mort de Jordan Grider fait partie de ces milliers d'histoires mystérieuses qui soulèvent toutes de très nombreuses questions et n'apportent que très peu de réponses. Son désir de vivre en harmonie avec la nature, de tester sa force et son endurance dans une région isolée et hostile, s'est avéré être une épreuve mortelle pour lui. Bien qu'il ait été bien préparé à cela et qu'il ait eu les compétences nécessaires pour survivre, les circonstances de sa mort restent assez floues. La question demeure cependant lancinante. Pourra-t-on un jour trouver une réponse à ce qui est arrivé à Jordan Grider et faire ainsi toute la lumière pour sa famille et pour lui? C'est la fin de cette très mystérieuse affaire. J'espère du fond du cœur pour sa famille qu'un jour ils sauront la vérité et que Jordan repose en paix là où il aimait tant aller, la nature. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.